je vais juste parler aux humains un petit peu. Le S, c'est direction des enfants, des naissances. Fait que nos tout petits, nos enfants au primaire, au secondaire, sont à la maison pour faire une prière pour nos enfants. Puis ils ont tout le goût de sortir dehors, surtout les ados. Bon, ça rappelle tout au secondaire que le social, c'est important. Ça va venir. Aussi, dans la direction du Sud, on va faire une prière pour toutes les femmes qui sont à la maison, à prendre soin de leur famille, nourrir les familles. Puis aussi, dans la direction de l'Ouest, on va faire une prière pour les hommes. C'est important, les hommes, de nous protéger. On demande à tous les hommes de protéger leur famille, aussi leur communauté. Puis on va terminer dans la direction du Nord. C'est la direction de nos aînés. C'est très, très important, nos aînés. Comme chef Terry a déjà parlé souvent, les aînés, aussi les enfants. On va faire une prière pour tous les aînés. Pas seulement les aînés de notre communauté, mais aussi les aînés partout au monde. Puis aussi, on va faire une prière à nos ancêtres dans le Nord aussi, parce que nos ancêtres, veulent pas, ils ont déjà vécu ça, des maladies étrangères dans notre territoire. Puis on est toujours là encore. Puis aussi, je vais juste faire une petite pensée. D'habitude, je vais faire une prière personnelle, soit sur le bord du feu sacré ou quelque chose. Je vais faire une prière dans notre territoire Mi'kma'ki. Vous savez qu'on est au Gaspésie, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, le Prince-Édouard, etc. Il y a 22 personnes qui sont faites tuer à Nouvelle-Écosse dans le bout de Truro, à Porto-Pic. C'est notre territoire. Aussi, notre logo, le pictogramme, c'est un pictogramme qui vient de Truro, de ce coin-là. C'est notre territoire. On va un petit silence, puis je vais juste vous faire. Ça marche ça encore? Éric, c'est beau? Oui, Terry. Parfait. Donc, faire une prière, un petit pensée pour le monde de Nouvelle-Écosse, les 22 personnes tuées, aussi leurs familles. C'est notre territoire de Mi'kma'ki. Donc, je vais vous faire un petit couplet de chant d'honneur. Monsieur Terry, êtes-vous capable de mettre votre vidéo? On aimerait voir votre visage, si possible. Monsieur Eric, puisqu'on peut juste aller un à la fois, puisqu'il faut garder nos distances, mais je vais mettre la vidéo, certainement. Oui, absolument. On va faire un petit pensée pour le monde de Nouvelle-Écosse. Get me the money, dum make my soul, get my weed on it. Get me the money. Down when I beg so deep, make a maso, Keabula Madu Dinet, Keabula Madu Dinet, not Kizu Deligalu, see who last is Palu. Way ho, way ho, hey hi, way ho, way ho, way hi, way ho, hey hi, way ho, hey hi, way ho, hey hi, way ho, hey hi.
Hey, oh. Ciao. Merci, Tim Wallen. Alors, chef, on va revenir à vous dans quelques minutes. D'abord, simplement pour donner les indications et expliquer le déroulement de cette assemblée publique d'information. Alors, l'assemblée est d'une durée d'1h30, donc on va être ensemble jusqu'à environ 19h et je précise d'emblée qu'il n'y aura pas de prolongation de l'assemblée. Pour cette première expérience totalement virtuelle, on va garder ça simple. Donc, ça va être une formule webinaire, c'est-à-dire qu'une seule personne à la fois va parler, va s'adresser à l'ensemble des participants avec donc sa webcam. Il n'y a pas donc d'échange directement vidéo, audio entre les participants. Donc, si vous avez des questions, puis on espère que vous en avez, vous pouvez les envoyer en utilisant la fonction chat de l'application. Donc, le petit dessin, la petite bulle là, dans laquelle aussi il y a la lettre Q qui vous permet d'écrire, d'envoyer des questions ou des commentaires. Donc, moi, je vais recevoir les questions et je vais m'assurer de les présenter aux intervenants au bon moment pendant cette assemblée d'information. Donc, tour à tour, les intervenants vont prendre la parole, vont dresser le portrait de la situation selon les différents secteurs qui les concernent. Chacun va être invité à répondre aux questions qui sont soumises, ceux qui ont déjà été soumises via l'adresse courriel communication@gaspeg.ca. On en a déjà eu plusieurs au cours des dernières heures, mais aussi, donc, comme je le disais, via l'application chat de l'application. Donc, dans l'ordre, les interventions vont être d'abord le chef Terry Shaw pour le mot d'introduction, une présentation des grandes lignes de la réponse du Conseil à la crise et une présentation sommaire des activités de communication et d'information. Suivra Mme Céline Cassivi, commandante des mesures d'urgence, pour une présentation de la cellule d'urgence et également répondre aux questions qui concernent particulièrement cette cellule. Par la suite, M. Danny Basque, qui va venir nous parler de la situation concernant les activités des pêches commerciales et lui également répondre aux questions qui concernent ce secteur. Ensuite, la conseillère Nadia Robertson viendra présenter la situation concernant le site d'interprétation et le développement touristique, ainsi que présenter les programmes d'assistance individuelle pour les membres. Finalement, le chef Terry Shaw va revenir pour nous parler de la situation concernant la foresterie, des demandes de permis de pêche aussi qui font partie des questions et répondre à toutes les questions qui lui sont adressées, je sais qu'il y en a plusieurs, ainsi que toute autre question générale qui n'aurait pas été répondue pendant les autres interventions précédentes. Donc, normalement, on devait être capable de passer au travers toutes les questions qui ont été soumises via l'adresse communication. Je vais aussi poser les questions qui vont m'envoyées via le chat de l'application. Je précise d'ailleurs que le chat sert qu'à soumettre des questions et des commentaires, donc il n'y a pas d'échange direct entre les participants et les intervenants. Aussi, vous n'allez pas recevoir de réponse par le chat, à moins qu'il y ait des questions précises ou techniques. À ce moment-là, je pourrais répondre, mais les réponses, normalement, vont venir verbalement par soit le chef directement ou les conseillers selon les sujets. Également, seules les questions qui portent sur le sujet de la COVID-19 vont être adressées ce soir. Par contre, toutes les questions et tous les commentaires vont être transmis aux autorités du Conseil et vont faire l'objet du suivi approprié. Certaines questions, si elles concernent des sujets plus personnels ou des besoins individuels, ne seront pas abordées publiquement ce soir, mais vont faire l'objet d'un suivi individualisé. Donc, comme je le disais, il s'agit d'une première assemblée totalement virtuelle, donc on garde ça le plus simple possible. Il y a certainement d'autres occasions du genre qui vont se faire dans les prochaines semaines, tout comme il y aura d'autres actions de communication et d'information
que ce soit par exemple la page Facebook du conseil ou le site web également. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre participation et votre collaboration et je cède maintenant la parole au chef Terry Shaw. Oui, Charles. Hello to you all. Avant de commencer, je veux juste dire, à soir, on est là pour vous rassurer, vous donner de l'information, puis des clarifications, mais répondre vraiment aux questions parce que là, on voit, il y a beaucoup de préoccupations, puis on veut mettre les choses bien au clair. Le conseil fait un travail énorme, puis on veut vraiment que vous savez qu'on est là pour vous avant tout et on va tout faire en sorte qu'on peut continuer et maintenir et être capable de répondre à vos besoins. Alors, à soir, c'est le temps. Il faut poser les questions. Avant tout, merci, M. Cardinal, d'avoir accepté les coordonnées et aussi de la part de nos communications. C'est très, très important pour nous. Il faut que ça soit bien livré, les messages. Alors, merci beaucoup pour l'assistance et de coordonner la rencontre de ce soir, bien sûr. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier tous les participants, les membres à soir qui avec nous. C'est très important qu'on vous entende parler et qu'on est capable de répondre à vos questions. On aimerait bien être ensemble. Malheureusement, le cas, il faut suivre les consignes, on ne peut pas se le permettre. Mais on a de la technologie, puis espérons que la technologie fait son bon travail ce soir pour nous tous, afin qu'on puisse avoir des échanges essentiels. Avant de débuter la rencontre, je vais faire quelques d'autres remerciements pour les personnes qui ont vraiment contribué vraiment au sein de notre situation à laquelle on fait face. Les membres du comité d'urgence travaillent très fort. 7 sur 7, ça n'arrête pas. Puis les nombres d'heures, ils ne les comptent pas. On dit bien franchement. C'est un début de crise. Puis dès le début de crise, il était très présent. Puis il travaille très fort. Merci beaucoup. Sincèrement, c'est très important. Puis je suis reconnaissant de cet effort-là. Les employés du conseil qui répondent toujours et qui est présent, qui assure la continuité des opérations. Encore une fois, je le répète souvent, mais c'est essentiel qu'on continue, puis c'est essentiel que ces personnes-là, ces employés-là, travaillent et continuent. Merci beaucoup, sincèrement. Tous les gens qui travaillent à Gaspé ou ailleurs dans les services essentiels, on a besoin de vous. Vous faites un travail formidable. Un gros merci. Tous les membres qui offrent leur temps pour aider et aussi reconforter, c'est important. Il faut être là pour chacun. L'entraide est essentielle, surtout dans ces moments très difficiles qu'on fait face. Enfin, mes collègues, les élus du conseil, avec qui je travaille fort. C'est pas évident. Plusieurs rencontres, plusieurs heures, mais on avance. Puis c'est tout dans l'intérêt de vous tous. On essaie de faire le mieux qu'on peut et mettre l'effort où ce qu'il faut. C'est essentiel. Par la suite, je vais poursuivre avec les objectifs de cette rencontre. Comme M. Cardinal l'a dit, cette assemblée est une rencontre d'information sur le COVID-19 et les actions proposées par le Conseil. Il faut les partager afin que vous pouvez les connaître, c'est sûr. C'est aussi l'occasion de répondre aux questions que vous posent les membres. Il faut répondre et il faut que ce soit clair pour tous. Nous avons reçu plusieurs questions et nous allons tenter d'y répondre le mieux possible avec les informations que nous avons. La réponse du Conseil à la crise, comme vous savez, le Conseil a mis en place une cellule d'urgence et a adopté différentes mesures pour minimiser les impacts de la crise sur nos membres et sur notre communauté. Ce qui nous préoccupe, c'est la santé et la sécurité de tous. Je peux vous dire que nous sommes tous très préoccupés par la situation, que ce soit au niveau des élus du Conseil ou des employés, de toute évidence. Nous voulons prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux besoins de nos membres et de nos différents services. C'est essentiel. Pour l'instant, ça n'est pas parfait. Je vous conviens, mais on y travaille pour qu'on puisse faire le mieux qu'on peut, surtout avec les outils et les moyens qu'on a. Si vous avez des critiques à nous faire, ça va prendre de manière constructive et tenter de remédier à ça. C'est pour ça qu'à ce soir, on a voulu discuter avec vous
Il n'y a rien de parfait. On s'organise, on s'adapte. Il faut aussi faire face à la réalité qu'on a débuté la semaine ensuite, bam, bang, un gros bang, je peux dire, puis on a ça comme pour début de mandat. C'est pas évident avec un nouveau conseil. Alors, sous près, il faut nous comprendre, puis l'important, c'est qu'on met l'effort, puis on a l'intérêt à la bonne place. C'est pour vous. Par ailleurs, je sais bien que la politique entraîne son lot de critiques, ça c'est sûr, mais on a besoin d'être unis. Avant tout, la communauté, c'est une grande famille. Puis il faut se réunir pour réunir nos forces et s'aider entre chacun. C'est très, très important. À ce sujet, oui, il y a quand même des suites par rapport aux élections, recomptage, contestation et tout. Alors, en ce qui nous concerne, cette requête doit être analysée de manière objective et impartiale. Puis, on va vous partager toute l'information. Mais ce soir, on reste au sujet du COVID. C'est ça qu'on veut adresser. C'est une situation d'urgence. Alors, s'il vous plaît, respectez chacun et qu'on puisse aborder le sujet de façon saine et respectueuse. C'est très important présentement et de bien répondre à la crise en répondant aux besoins des membres. C'est ça la préoccupation. Et être capable de mettre nos différences à côté. En tant que nation, nous devrons serrer les coudes, travailler ensemble pour le bien du commun. Le reste peut bien attendre, tant qu'à moi, m'a dit bien franchement, parce que là, on fait face à de quoi où ce qu'on peut même avoir des mortalités. Il ne faut pas parler des aînés et aussi ceux et celles qui sont plus vulnérables. C'est très important. On parle de vie. Alors, je pense qu'on peut mettre nos différends de côté et mettre ça en attente et qu'on peut adresser vraiment ce qui est essentiel aujourd'hui et d'importance, ce qui est les membres. Ce soir, on va vous présenter ce que nous savons et ce que nous faisons dans les différents secteurs. Ce que je veux vous retenir, c'est que nous voulons répondre à toutes les demandes dans les mesures que nous de nos moyens. Peut-être qu'on n'a pas toutes les réponses. On va s'assurer qu'on va faire tout en sorte qu'on peut répondre aux questions et tout. Parlant de moyens, comme vous le savez, l'avez probablement vu, nous avons fait une sortie médiatique pour dénoncer le fait que nous ne recevons pas d'aide financière du gouvernement fédéral. Est-ce que vous m'entendez bien, M. Éric? Oui, 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 on vous entend, chef. Je pense qu'on a perdu la vidéo, mais on vous entend. OK. Parfait. Moi, ça a coupé. Désolé, ça a coupé. Je vais reprendre le dernier paragraphe. Désolé à tous. Parlant de moyens, comme vous l'avez probablement vu, nous avons fait une sortie médiatique pour dénoncer le fait que nous ne recevons pas de l'aide financière du gouvernement fédéral. Ils disent Première Nation, on est Première Nation, fait qu'on doit avoir de l'aide. C'est tout simple que ça. J'ai parlé directement au ministre des Services autochtones, Mark Miller. J'ai parlé au chef national, M. Perry Bellegarde, chef régional, M. Justin Picard. Et ils sont là pour nous appuyer. Alors, il faut être capable d'utiliser toutes ces personnes ressources-là pour qu'on nous, on peut se faire entendre et aussi combler avec les demandes qu'on fait parce qu'on a des besoins essentiels à combler pour le bien-être des membres. Et ça, pour moi, c'est la priorité pour le moment. Alors, il y a certaines affaires qu'il faut mettre de côté, mais l'état d'urgence nous fait appel et il faut être là pour les membres. Je peux vous confirmer ce soir que nos démarches politiques et la pression médiatique que nous avons exercées portent fruit. J'ai eu confirmation que le gouvernement allait nous aider. Là, il faut porter plus loin la discussion comme telle, puis aller voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi la situation actuelle? Dans l'ensemble du Québec, il y a plus de 20 000 cas confirmés et au-dessus de
000 décès. C'est très, très préoccupant. Pour la région de Gaspésie-Île-de-Madeleine, il y a actuellement environ 140 cas. C'est toujours en développement, mais j'espère, comme on dit, que ça va diminuer et non tout simplement accroître. À notre connaissance, il n'y a aucun cas chez nos membres. Puis je suis très content de le savoir, tant mieux. Sauf, il faut continuer à mettre l'effort où ce qu'il faut. Je vous invite tout le monde à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation parce qu'il faut garder une distance afin de... C'est des mesures préventives, c'est simple, il faut les respecter. Si on s'expose trop et on ne fait pas attention, puis on ne prend pas les mesures d'hygiène, ça ne marchera pas. C'est toute notre responsabilité de chacun d'agir de façon responsable. Information et communication. Parmi les mesures que nous avons prises, il y a tout d'abord un plan de communication pour assurer de partager toute information pertinente à nos membres, peu importe le lieu de résidence. Ce n'est pas évident à faire, puis on va le faire dans le meilleur monde possible, on dit, avec les meilleurs moyens que nous avons. Parmi les actions de communication, nous avons créé un site web dédié au COVID-19 et continuons d'alimenter régulièrement notre page Facebook. C'est essentiel. Vous m'entendez toujours très bien? Oui, très bien, chef. Excellent. On fait aussi des vidéos d'information qu'on vous partage sur des plateformes. Soyez attentifs et regardez, écoutez-le, s'il vous plaît. C'est très, très important. Pour s'assurer de rejoindre tout le monde, on fait des appels téléphoniques auprès de tous. Ça, c'est de forte importance. Ça demande beaucoup de temps, mais on est là, on est prêt. On va se mettre l'effort où ce qu'il faut. C'est essentiel. Aussi, on a mis sur pied une ligne d'information téléphonique pour tous les membres qui ont des questions ou des inquiétudes. Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas avoir de honte. Il faut s'informer. Et le numéro, c'est dans le 418-368-6005, poste de 109. Je le répète, 418-368-6005, poste 109. On a aussi une adresse courriel, communication@gaspeg.ca, qui permet de recevoir toutes les questions, commentaires ou demandes de nos membres. Alors, il ne faut pas hésiter. Il faut l'utiliser, s'il vous plaît. Je suis conscient que cette prise met la pression sur notre organisation. J'essaie de dire, on remercie encore tous les employés qui contribuent de différentes façons. Puis j'apprécie leur dévouement envers notre communauté. C'est très important de le faire, mais je suis très fier de les voir aller puis de s'impliquer. Très, très fier d'eux. Merci, sincèrement. Pour le comité en place, on a mis une commandante. L'une des premières choses qu'on a fait, c'est créer une cellule d'urgence pour répondre efficacement à la crise. Pour diriger cette cellule et assurer le commandement des mesures d'urgence, on a nommé une commandante, Mme Céline Cassivi, qui est nouvellement élue pour le nouveau conseil, le 21e conseil. Alors, Mme Céline Cassivi, c'est la commandante pour la cellule d'urgence pour répondre efficacement à la crise. Céline possède la qualification, le leadership et la disponibilité nécessaire pour assumer cette responsabilité qui est très, très importante et essentielle, bien sûr. Je sais qu'elle a appris une triste nouvelle aujourd'hui, mais qu'elle tient quand même à être présente ce soir. Alors, sincèrement, un gros remerciement à Céline et je te souhaite sincèrement un bon courage. C'est pas facile, il y a toutes sortes de moments difficiles et de n'en rajouter dessus, un gros merci d'être présent ce soir. Alors, je vais laisser parole à Mme Céline Cassivi, la commandante pour la cellule d'urgence que nous avons mis en place. Merci beaucoup pour ta participation. Mme Céline Cassivi, s'il vous plaît. Merci, Chef Terry. Tout d'abord,
Je tiens à m'excuser de ne pas ouvrir ma caméra pour vous voir ce soir, pour que vous puissiez me voir. Comme Chef Terry disait juste auparavant, j'ai reçu au cours des dernières heures une mauvaise nouvelle quant à l'état de santé de quelqu'un dans ma famille. Et je me sentais plus à l'aise de garder ma caméra fermée. Je vous assure que son état, ça n'a rien à voir avec le COVID-19. Donc, j'aimerais saluer tous les gens qui sont là, les participants de ce soir. C'est très apprécié. J'espère que vous et vos proches n'êtes pas trop affectés par la situation actuelle. Votre santé et votre morale sont bons, je l'espère. J'aimerais commencer mon intervention en précisant mon rôle de commandante en chef. En période de crise, toute organisation se doit d'avoir un plan de gestion de crise. Ce plan, qui est mis à jour régulièrement selon les circonstances, prévoit d'avoir une personne en charge dont la responsabilité est de s'assurer de la bonne coordination des activités de chaque intervenant. C'est un peu un rôle de chef d'orchestre. Dès les premières heures de la crise, pardon? Est-ce que vous m'entendez? Là, moi, oui. Oui, maintenant, on vous entend, Mme Céline. Mais pendant un certain temps, le micro était sur mute. OK. Est-ce que je recommence? Peut-être la dernière à partir d'où environ? Vous aviez commencé à parler là, dès les premiers instants de la crise. OK, parfait. Dans le fond, cette cellule est composée de principaux employés qui sont susceptibles de jouer un rôle actif au déploiement des mesures d'urgence. Dans la cellule, en plus de moi et de Chef Terry, il y a Mme Elisha Simon, directrice générale, qui s'occupe des suivis des opérations administratives et des coordinations des communications internes. Marie-Lise Bastien, elle travaillera à assumer les fonctions de la nation en temps de COVID-19 avec la collaboration de la commandante et le soutien, et elle va soutenir les projets de développement économique en cours pour s'assurer de ne pas subir de grandes pertes financières et de pertes de projets potentiels. Madame Kalika Sinette. Elle est responsable du support aux employés du site d'interprétation et de la coordination d'un plan de relance. Fanny Langlois, experte en marketing, pour voir les possibilités de mettre la boutique en ligne le plus rapidement possible pour essayer d'aplanir la courbe du déficit financier 2020. Madame Isabelle Vézina, elle est responsable du budget et du budget du site. Marlène Janot, agente à la santé, elle est responsable de la ligne d'aide et des demandes des membres. Linda Kelly, elle s'occupe de la liste de membres et la création de listes spécifiques pour les groupes d'âge, villes, etc. Et elle fait des appels aux membres aux besoins. Sonia Basque, elle est responsable de la gestion du budget de crise, de l'ouverture de comptes et de payer les factures. Madame Joanne Basque, elle est responsable du secteur des pêches et du support aux employés saisonniers aux pêches. Dans la cellule de crise, une part importante est faite dans la gestion des communications. L'équipe des communications est sous la responsabilité de Mme Nadia Robertson. Elle est composée de moi-même ainsi que de Marie-Claude Costicella, qui est responsable de la mise en œuvre des moyens de communication, de l'équipe de communication interne et de la gestion du Facebook du Conseil. Pour nous appuyer dans cette tâche, nous avons sollicité les services d'une firme autochtone spécialisée en communication qui s'appelle Acosis.
Les professionnels de COSIS, dont Éric Cardinal, notre modérateur de ce soir, sont des experts en communication pour les Premières Nations. Ils aident plusieurs autres conseils, particulièrement en cette période de crise. Ils ont l'expertise, l'expérience nécessaire pour combler tous nos besoins immédiats. Évidemment, la situation au Québec évolue différemment que d'autres régions. Même si la plupart de nos membres sont établis en Gaspésie, beaucoup d'autres habitent au Québec. Ici, en Gaspésie, la situation est stable et aucun de nos membres ne semble avoir été infecté. Au cours des dernières heures, le premier ministre Legault a laissé entendre qu'il envisageait le déconfinement de certaines régions du Québec, dont la Gaspésie. Nous sommes évidemment très heureux de cette nouvelle qui laisse entrevoir un retour progressif à la normale, dont la reprise des activités économiques. Il faudra cependant être vigilant et respecter de nombreuses mesures de distanciation sociale et de sécurité pour ne pas avoir de nouvelle éclosion du virus, ce qui nous ramènerait en arrière. Nous voulons éviter cela à tout prix. Ça reste donc notre rôle de maintenir la cellule de crise et de communication pour supporter les efforts du gouvernement, voire à la mise en place et au respect des mesures, en plus de veiller à transmettre les informations à nos membres. Avant de terminer, j'aimerais rappeler que les meilleurs endroits pour s'informer, en plus des informations transmises par le gouvernement, sont sur notre site web www.gaspeg-conseil.ca/coronavirus et aussi sur notre page Facebook de la Nation Micmac de Gaspeg. Je vous rappelle aussi que nous avons une ligne d'information du COVID-19 que tous les membres peuvent appeler en cas de besoin d'aide, de besoin d'information. Vous pouvez appeler au 88 368 6005, poste 109. Je vous remercie beaucoup. Je m'excuse de mon émotivité. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Madame Céline. Alors, j'ai reçu des questions pour vous. En fait, j'ai 5 questions. Alors, on va y aller une à la fois. Première question, qui fait partie de l'unité d'urgence et comment sont prises toutes les décisions? Est-ce que cette unité fait des propositions à la table pour approbation? Dans le fond, on a mis en place un organigramme qui contient tous les gens qui font partie de la cellule de crise. Là-dedans, il y a des membres du conseil, Chef Terry, moi la commandante, Marie-Lise Bastien aussi qui s'occupe des finances, tout ça, et certains employés importants dans tout ça. Et puis, non, les décisions ne sont pas prises par une seule personne et tout passe par le conseil. Toutes les décisions sont passées au conseil. Merci. Donc, la deuxième question, d'ailleurs, est en lien avec la première. Quel est le rôle du conseil en ce qui concerne la crise? Premièrement, on se doit de donner les services adaptés aux besoins particuliers. Le conseil doit venir en aide à tous les membres individuels affectés par la crise, c'est sûr. Alors, nos responsabilités, c'est de s'assurer de minimiser les impacts de la crise, des services de l'organisation de Gaspeg. D'accord. Concrètement, quelles mesures ont été prises à ce jour par le Conseil? Bien, tout d'abord, il y a ce qui a été fait, c'est que depuis environ un mois, il y a des appels qui ont été faits à tous les aînés de 65 ans et plus pour s'assurer qu'ils ne sont pas dans le besoin, parce qu'on le sait que le gouvernement a demandé aux personnes de 70 ans et plus de ne pas sortir. Alors, pour nous, c'est les personnes les plus vulnérables. Alors, on a rajouté là-dessus un 5 ans
de moins. On est parti de 65 ans et plus. Pour nous, c'était les personnes les plus vulnérables. On s'est assuré qu'ils avaient de l'aide, qu'ils comprenaient toute la situation. Par la suite, on a fait un deuxième retour d'appel aux personnes aînées encore de 65 ans et plus. Puis, il y a la distribution de cartes d'achat qui a été faite là, à partir de cette semaine qu'on a envoyé aux gens dans le besoin. Ce qu'on demande aussi, c'est les gens qui ne sont pas dans le besoin. On le sait qu'il y a des 65 ans et plus qui ne sont pas dans le besoin. Puis nos personnes aînées sont très sont très responsables. Là. Ils ne demandent pas d'argent s'ils n'en ont pas besoin. Sont honnêtes. Et puis, on a servi des gens qui sont vraiment dans le besoin. On leur a envoyé des cartes où on est allé les distribuer. À Gaspé aussi, il y a des petits plats qui ont été faits en collaboration avec Blanche Goulet. On a apporté des plats à nos personnes aînées. Et puis, là, on est rendu comme à la deuxième phase. Dans le fond, il y a des gens qui sont dans le besoin qui nous appellent. C'est sûr qu'on demande d'être patient. Il arrive plein de situations. Des fois, on ne peut pas répondre tout de suite à toutes les demandes, mais on va à du cas par cas. C'est long, mais on ne vous oublie pas. On prend vos noms, on va vous rappeler. Il y a déjà de l'aide qui a été distribuée, puis c'est pas terminé. Sauf que les gens nous demandent de donner. Pourquoi on ne donne pas à tout le monde? C'est parce qu'on n'a pas eu un gros budget. On n'a pas eu une grosse aide, alors on commence par nos personnes les plus vulnérables, les plus dans le besoin. Puis on attend des nouvelles pour savoir si on va avoir d'autres sous de plus pour aider plus de monde possible. D'accord, merci. L'autre question concerne Radio Gaspé. Donc, quelle est la situation avec Radio Gaspé et de son animateur? Je pourrais pas rentrer dans les détails. C'est un dossier de ressources humaines. Dans le fond, tout ce que je peux vous dire, c'est que la radio est suspendue temporairement. On le sait que c'est pas la meilleure période pour suspendre les activités de la radio, mais on réfléchit à une solution pour remédier à la situation le plus tôt possible. D'accord. Et finalement, cinquième question, à quel endroit je peux obtenir plus d'informations? Comme je le disais tantôt, sur le site web de www.gaspeg-conseil.ca/coronavirus ou sur la page Facebook de Nation Micmac de Gaspé. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'on en publie beaucoup trop, mais je pense que c'est mieux d'en publier plus que pas assez. Alors, toutes les informations sont là-dessus. Puis aussi, vous pouvez toujours appeler, comme je disais tantôt, au 88 368 6005, poste 109. C'est Marlène Janotte qui répond aux appels et qui les transfère, dans le fond, aux bonnes personnes si ce n'est pas pour la santé. Très bien. Merci beaucoup, Madame la commandante. Alors, maintenant, je vais céder la parole à Dany Basque, qui va nous parler de la situation concernant les activités de pêche commerciale. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je vais tenter. Oui, ça marche. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous dire bonjour, bienvenue dans mon salon, dans ma maison. J'ai jamais eu autant de personnes chez moi en même temps. Je vais débuter par me présenter, Dany Basque. Je suis conseiller politique depuis quand même plusieurs années. Je vois qu'on est 42 participants à cette rencontre, à cette première rencontre. Je tiens tout d'abord à remercier tous les membres là, qui se sont inscrits pour venir. On voit l'intérêt qui est toujours là et toujours grandissant. J'espère que ça va bien chez vous. On est dans une crise, comme vous le savez, je pense que ça se parle tellement partout, tout le monde a ça. On s'en rend compte quand on voit Jean Coutu, on s'en rend compte quand on voit IGA. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Même pour ma part, je peux pas voir mes parents, je peux pas voir les enfants de mon frère. Fait que ça devient assez difficile, mais il faut tenir, faut
faut écouter ce que nos autorités nous disent. Donc, c'est ça. J'espère que tout le monde va bien puis que vous vous lavez les mains, comme ils disent, à tous les jours qu'on commence à comprendre. Donc, c'est ça. J'ai eu le dossier de la pêche commerciale au niveau de la communauté. On sait tous que la pêche commerciale pour la communauté de Gaspé, c'est un gros domaine. C'est notre vache à lait, comme on dit souvent. C'est ce qui ramène le plus de sous dans notre communauté. Puis sans ça, la communauté ne serait pas rendue où elle est présentement. C'est sûr que présentement, en étant dans cette période de crise du COVID-19, ça complique énormément les choses au niveau de la pêche. Si vous écoutez comme moi là, tout ce qui se dit au niveau de la distanciation, et puis il faut pas être proche d'un, faut pas être proche de l'autre. On sait très bien les bateaux. Comment ça fonctionne, je veux dire, c'est tout petit, les équipages sont ensemble, mais ils dorment dans les mêmes chambres. Donc, ça complique quand même énormément la tâche. Au-delà de ça, on a rencontré aussi des usines et puis tout ça, je veux dire, même au niveau des usines, vous avez entendu parler de Gagnon là, qui est obligé de fermer pour une semaine ou deux parce qu'il y avait des cas à l'intérieur. Personne n'est à l'abri de ça. On regarde ça de jour en jour. De vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui va arriver, c'est pratiquement impossible. Ben, personne ne le sait. On a Joanne Basse, qui est directrice des pêches, qui est en communication tous les jours avec nous. Elle participe aux rencontres. Il y a des rencontres d'usines, il y a des rencontres avec le ministère de Pêche Océan. Pratiquement tous les jours. Là, ça travaille énormément fort. L'industrie des pêches est une grande industrie. C'est gros pour Gaspé, mais c'est gros pour énormément de gens. Donc, on est en communication avec la directrice là à tous les jours. Je ne sais pas si vous avez tous vu, Terry parlait de ça tantôt, nos pages email et tout ça. Joanne a fait un communiqué sur la page là, qui peut tenir au courant les membres de la communauté de l'avancement au niveau de la pêche. Elle fait ça, elle va faire ça, tenter de faire ça en tout cas à tous les semaines ou 2 fois par semaine au besoin, tout dépendant de tout ce qu'on va avoir. Donc, comme je vous dis, on a énormément de rencontres ces temps-ci. Je vous dirais que c'est vrai tantôt ce qui a été dit en début de rencontre, qu'on est débuté la nouvelle table du conseil avec énormément de nouveaux conseillers sur la table. Et puis, 1 semaine, 2 semaines après s'avoir assis en poste, la crise nous est tombée dessus. Ça a déjà été très compliqué au début de réussir à pouvoir se parler puis faire des communications. Là, on est quand même, on voit que ça marche bien, là, ce IP Video Talk-là. Donc, on a énormément de rencontres. C'est 2 à 3 rencontres minimum par semaine. Et puis, on rencontre justement la directrice des pêches à toutes les semaines. Donc, ça serait ça d'emblée pour ma part au niveau de la pêche. Je pourrais répondre à vos questions. Oui, Monsieur Danny, donc on a quelques questions pour vous. En fait, 4 questions actuellement concernant les pêches. Question 1, la saison de la pêche étant sur le point de débuter, que pouvons-nous espérer pour les travailleurs de cette industrie? Ouais, c'est sûr, comme je vous disais, le secteur des pêches travaille actuellement d'arrache-pied pour trouver des solutions pour justement qu'on peut s'y adapter à cette crise-là. Je veux dire, de jour en jour, on travaille là-dessus. Nous sommes en éducation au quotidien avec tous les acteurs de l'industrie, les pêches, les propriétaires d'usines, les différents paliers de gouvernement. Comme je vous disais, je veux dire, même au niveau des industries, des usines et tout, on n'a pas le moyen d'avoir des prix seulement encore de, tu sais, combien va être vendu la crevette, comment est-ce qu'on va avoir la livre. Tu sais, les années passées, on avait des scénarios, on pourrait dire, ben, on va avoir tel prix, ça va nous rapporter tant. Là, on a comme un blanc, on n'a pas de prix encore. Donc, ça, c'est sûr que ça nous aide pas. Nous sommes conscients que la pêche, comme je vous disais, est au cœur de l'activité économique de notre nation. Et le Conseil met tous les efforts nécessaires pour connaître, en tout cas, pour connaître cette année la meilleure saison possible dans les circonstances. C'est sûr qu'on va faire notre possible en espérant qu'il y a une saison. Tu sais, comme je vous disais tantôt, on peut pas spécifier. Tout semble dire qu'il y aura, oui, une saison de pêche en 2020. Mais encore là, on peut pas dire est-ce que ça peut commencer, ça peut arrêter, ça peut bien terminer. Je veux dire, s'il arrive dans les usines des cas de COVID et que les usines ferment, les
les débarquements pourront plus se faire. Tu sais, il y a tellement d'impact, puis c'est tellement gros mais de jour en jour, on suit l'évolution de tout ça. Puis il semblerait que oui, cette année, on devrait être bon pour avoir. Fait que c'est ça. Tu sais, ça va emmener en plus que les usines vont fonctionner au ralenti à cause justement des restrictions sanitaires. Donc, ça va causer quoi au niveau du débarquement? Est-ce qu'ils vont obliger au bateau de prendre un certain quota, pas revenir plein? En tout cas, il y a tellement plein de choses. Là, c'est ce que je peux vous dire pour le moment sur cette question. Merci. Deuxième question. Quelles sont les informations concernant les pêches à la crevette, au crabe et au homard? OK. Au niveau de la pêche à la crevette, là, les dernières informations nous indiquent que la pêche devrait ouvrir ou partir à la mi-mai. Nous sommes en attente là, d'une confirmation là-dessus. Comme je vous disais tantôt, ça change de jour en jour. Là. À chaque jour, il y a des changements, mais normalement, ce qu'on entend aujourd'hui dans les dernières informations, c'est que la pêche à la crevette devrait ouvrir autour de la mi-mai. Nous sommes aussi présentement en attente des prix avec les usines. On a rencontré déjà des acheteurs d'usines, on en a rencontré, et puis ils peuvent pas nous dire là, les prix parce qu'ils savent même pas la demande. Beaucoup des produits vont en Chine ou vont en Europe ou volent à l'extérieur du pays. Là, il y a plus de vol, il y a plus plus de transport versus ça. La demande va être quoi, les prix vont être quoi. Donc, on est vraiment en attente là, au niveau des prix pour ça. Pour le crabe, le bateau, soit notre Francis Gaspé 55, il est prêt. Puis en tout cas, on l'a appris ça aujourd'hui. Là, c'est vraiment, moi j'ai appris ça aujourd'hui. Le conseil aussi, la date prévue du départ en mer est le 24 avril, donc vendredi. C'est très tôt, mais on est prêt. Les conditions actuelles là, en mer nous font croire que le départ va bel et bien se faire le 24 vendredi. Donc pour le crabe, ça va être ça. Pour la pêche au homard, c'est un peu plus compliqué. Vous avez sûrement vu passer un peu, là, il en discute quand même sur le public à la télé. La date d'ouverture a été reportée au 9 mai. Il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de la pêche au homard pour cette année. Il y a beaucoup de discussions qui se font là, dans nos dernières discussions qu'on a entendues, c'est de plus, si la pêche est déportée, exemple, de 2 semaines, que cette pêche-là pourrait ne pas être prolongée à la fin de 2 semaines. Donc, on a vraiment une période écourtée de pêche. Donc, c'est tout ça qui va venir en ligne de compte, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a encore énormément de discussions. Mais la date là devrait être là aux alentours du 9 mai s'il y a départ pour la pêche au homard. Excellent. Troisième question, je pense que vous y avez répondu. C'est qu'est-ce qui va arriver à nos emplois cet été? Ben, normalement, comme je vous dis, comme ça se passe présentement, il va y avoir une saison de pêche. Si jamais la saison est écourtée pour des raisons de prix sur le marché ou de la contamination au virus dans les usines ou némite, là, on peut même pas imaginer quelle pourrait être la raison qui ferait que ça cesse ou que ça continue, je veux dire, mais que ça cesse. C'est sûr que le conseil travaille même présentement là, avec la sous-ministre là, qui travaille au niveau du fédéral, pour trouver des mesures au niveau des conditions du chômage de nos pêcheurs. Autant je ne veux pas embarquer sur les autres dossiers des gens, mais je veux dire autant au niveau du tourisme, au niveau de la foresterie, au niveau des pêches, nos acteurs, nos gens, c'est des gens qui travaillent saisonniers, donc qui ont besoin de faire du chômage. C'est la problématique qu'on a présentement. C'est sûr qu'ils ont le droit au fonds d'urgence qui provient du fédéral, comme on entend tous parler, mais je veux dire, ça fait pas de chômage à ces gens-là. Donc, c'est sûr que là, tout ce qui normalement, présentement, il va y avoir la saison, ça va pêcher. On garde espoir de ce côté-là, puis s'il arrive entre chemin des contaminations, ben je pense que c'est pas juste Gaspé aussi. Il faut pas oublier que c'est pas juste Gaspé qui va être perdant là-dedans, c'est tous les acteurs. Donc, vraiment, tout le monde est en train de mettre la main à la roue pour que ça fonctionne à plein. Donc, on y va là-dessus. On a espoir de ce côté-là. D'accord. Dernière question concernant les mesures de distanciation sociale sur les bateaux. Donc, personne qui demande comment nous pouvons travailler si nous ne pouvons pas être proches les uns des autres. Quel type de mesures seront mises en place pour nous protéger?
Bon, tu vois, au niveau des trois communautés, les directeurs des pêches, notre directrice avec les directeurs et les directrices des autres communautés, ainsi qu'avec l'aide de la santé publique, ont élaboré un protocole pour les bateaux de pêche. C'est sûr, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, la distanciation sociale, c'est pratiquement impossible sur les bateaux. Là, je veux dire, ils sont tellement proches lors de la pêche, puis même dans les chambres, là, excusez. Pour ceux qui ont déjà visité un bateau, là, je veux dire, la chambre est vraiment petite, les couches un par-dessus l'autre. Donc, au niveau de la distanciation sociale, c'est impossible. On travaille pour avoir des masques. On entend dire là, sur les, que les masques, c'est rare, mais on travaille pour avoir des masques sur les bateaux pour les pêcheurs. On va aussi avoir du Purel là, en quantité sur les bateaux pour qu'ils peuvent se désinfecter les mains dans les bateaux. Aussi, il n'y aura personne d'autre que l'équipage qui va être autorisé à monter à bord du bateau. Ça veut dire qu'à l'équipage, le capitaine, ça va être les seules personnes autorisées à être dans le bateau et à monter à bord. Personne d'autre, à part eux, vont pouvoir aller sur le bateau. Les membres d'équipage, les membres là, comme les pêcheurs, les membres de l'équipage, lorsqu'ils vont sortir, lorsque la pêche, parce que comme vous comprenez, ils vont pêcher quelques jours, après ça ils reviennent, ils sortent pour aller chez eux ou ils vont devoir, ils vont devoir faire attention là, à limiter leur interaction avec les gens hors bateau. Il va falloir que les pêcheurs se responsabilisent énormément pour essayer de pas voir de monde, pour pas justement ramener le COVID à l'intérieur du bateau par la suite. Ils vont être aussi obligés de désinfecter le bateau et de prendre leur température personnelle corporelle 2 fois par jour. Ça a été mis aussi, ça a été élaboré avec le protocole. Puis au niveau, ça tout fait, après ça, ça va être au niveau du débarquement lui, en tant que tel. Là aussi, il y a un protocole qui a été mis très strict qu'ils vont devoir suivre lors du débarquement parce que là, au débarquement, comme ils vont arriver à quai, puis il faut qu'ils débarquent le produit de la pêche. Donc là, ils vont avoir, normalement, il y a d'autres personnes de l'usine qui ont des contacts, mais il y a un protocole très strict qui va avoir été mis lors du débarquement. Fait que c'est les mesures qui ont été mises là, avec les directeurs des pêches. C'est sûr que là, la pêche n'est pas débutée. On va peut-être bien faire face à d'autres petits problèmes lorsque ça va commencer qu'ils vont se rendre compte. Mais je veux dire, là, après ça, on jugera au jour le jour. Mais on va faire notre possible pour justement, tu sais, je pense que l'important, c'est vraiment la santé de nos pêcheurs, de nos employés. Donc, on fait tout en notre pouvoir pour au moins stabiliser la santé de nos personnes. Excellent. Merci beaucoup, M. Basque. Alors, maintenant, on est rendu à la conseillère Nadia Robertson qui vient nous présenter la situation. En fait, deux sujets, 2 secteurs importants, les développements touristiques et le site d'interprétation, ainsi que les programmes d'assistance individuelle pour les membres. Alors, Mme Robertson. Merci, Eric. Alors, moi aussi, je vais tenir en premier lieu à remercier toutes les personnes là, qui participent à l'Assemblée de ce soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez les précautions nécessaires là, pour vous protéger. En fait, je tiens à dire en premier lieu que la situation là, de nos membres, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Puis on veut faire vraiment tout en notre possible là, pour aider tout le monde, mais en particulier ceux qui sont le plus affectés. Actuellement, la situation d'interprétation pour le développement touristique. Alors, on est tous là, conscients que la crise là, va avoir un impact important sur le secteur touristique, mais en particulier sur les activités du site d'interprétation. Donc, actuellement, Madame Nadia, j'ai une petite demande spéciale. C'était possible de mettre votre caméra. Ah oui, j'ai oublié de peser sur partager. Merci. OK, je ne sais pas si ça fonctionne. Moi, je me voyais, mais personne ne me voyait. Donc, c'est ça. Fait qu'actuellement, on s'assure que nos employés ne soient pas trop impactés au secteur financier. On travaille aussi sur un plan de développement là, qui nous permettrait de minimiser nos pertes là, au niveau du site d'interprétation. Entre autres, on est en pourparlers. C'est un projet qui est travaillé depuis longtemps par la directrice du site et Fanny, là, qui est l'agente marketing. C'est d'avoir une boutique là, qui serait en ligne. Ça nous permettrait justement. On a déposé une demande
Ça nous permettrait d'avoir une aide pour justement peut-être sauver l'année touristique, vu qu'on ne peut pas avoir de visiteurs. Donc, ça, c'est une première initiative qui est considérée. Je tiens aussi à dire que dans cette équipe-là, il y a Mme Marie-Lise Bastien qui travaille et qui fait un excellent travail avec Kalika, Fanny et Isabelle pour tenir le fort au niveau budgétaire, au niveau des demandes de financement. Fait que je voulais les remercier pour leur bon travail. Il y a aussi le gouvernement du Québec qui dit qu'il va mettre en place des mesures dans le but de venir en aide justement à l'industrie touristique. Donc, certains auront des effets immédiats le temps que l'industrie finalement traverse la crise, puis d'autres seront mis probablement en œuvre à la reprise des activités pour favoriser une relance plus rapide au niveau touristique. C'est sûr et certain que l'information change très rapidement. Comme vous le savez tout le monde, je pense qu'à 1h l'après-midi, le Québec est viré vers le ministre Legault. Alors, c'est une situation qui change constamment, mais soyez rassurés qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau du site. En ce qui concerne les mesures d'aide individuelles, alors, il y a un programme au niveau du gouvernement du Québec, qui est au niveau fédéral aussi. Puis il y a une mesure aussi que le gouvernement de Gaspé a adoptée. Au niveau du Québec, c'est l'aide temporaire aux travailleurs, qui est le PATT, alors qui répond aux besoins des travailleurs qui, en raison soit d'un isolement pour contrer la propagation du virus, ne pourraient pas gagner en totalité leur revenu de travail et qui ne sont pas admissibles à un autre programme d'aide financière. Il y a aussi au niveau fédéral, donc le gouvernement canadien a mis la PCU, donc le fameux 500 $ par semaine pour un montant, un total de 16 semaines. Donc, pour les détails au niveau de la PCU, on peut rentrer dans les détails, mais toute l'information est disponible sur le site web et sur la page Facebook. Et s'il ne l'est pas, il le sera très bientôt. Finalement, ça, c'est vraiment pour l'aide individuelle. En ce qui concerne finalement le conseil de Gaspé, comme vous savez, on a mis en place un service de distribution alimentaire. La mesure a été prise finalement après un sondage qui a été envoyé à la communauté il y a peut-être 4 ou 5 semaines pour connaître les besoins de nos membres. Donc, la mesure a été prise justement tout de suite après aussi une série de téléphones. Donc, moi, Chef Terry et la commandante Céline, on a fait une tournée d'appel chez nos aînés qui était très agréable de parler avec notre communauté, qui nous ont finalement parlé, fait part de leurs besoins, des inquiétudes qu'ils avaient. Donc, ils se sont sentis vraiment encadrés par leur gouvernement à Gaspé. Alors, finalement, ce qui en est venu à ça, on a décidé de venir en aide finalement aux familles, aux aînés, dans le besoin de 65 ans et plus, c'était la mesure en place. Sauf qu'actuellement, on aimerait pouvoir aider tout le monde mais c'est pas possible parce qu'on a simplement reçu un 50 000 $ qui est admissible pour l'aide d'urgence. Donc, si on fait le calcul, 50 000 $ pour une communauté comme la nôtre, ça couvre probablement un mois d'aide envers nos aînés dans cette catégorie d'âge-là. Alors, c'est sûr et certain, je peux peut-être répéter les critères d'admissibilité suite au code moral. Alors, les priorités sont les aînés dans le besoin habitant seuls, évidemment, les aînés dans le besoin avec une famille ou en couple, les personnes sans emploi ou travailleurs autonomes dans le besoin, sans travail avec des enfants, prestataires d'aide sociale dans le besoin qui habitent seuls avec enfants et prestataires d'aide sociale dans le besoin. Alors, cette liste est sujette à changement, il n'y a rien de coulé dans le béton. On agit puis on réagit avec l'information qu'on a quotidiennement. Toutes les demandes qu'on reçoit sont toutes traitées. Puis on demande finalement à ceux qui ont conservé leurs revenus de laisser la priorité à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Aussi, je sais qu'il y a des gens, il y a des inquiétudes. Il y a des gens qui disent, moi, mon père ou moi, ma grand-mère osera jamais téléphoner parce que, ils sont gênés ou quoi que ce soit.
ben, si ces gens-là vous inquiètent puis vous savez qu'ils sont vraiment dans le besoin, ben, vous pouvez nous appeler. On peut prendre cette demande-là puis leur venir en aide. Pas parce qu'on n'ose pas téléphoner qu'on se coupe de cette aide-là finalement. Fait que vous sachez qu'on est là puis on est très disponible. Pour faire une demande, en fait, vous pouvez contacter là, le numéro que Céline a nommé, que je n'ai pas sous la main. Il y a aussi ceux qu'on n'est malheureusement pas en capacité actuellement d'aider. Vous pouvez faire une demande en contactant les banques alimentaires. Donc, dans la région de Montréal, on laissera les coordonnées là, sur la page Facebook et le site Web. Mais dans la région de Montréal, il y a énormément d'aide qui est donnée au niveau des banques alimentaires et du support. Et il y a aussi dans la région de Gaspé, l'accueil Blanche Goulet là, qui a collaboré avec nous là, pour la sécurité alimentaire de nos aînés, des gens dans le besoin. Alors, toutes les demandes sont vraiment traitées au cas par cas, sous la bonne volonté. Les gens nous demandent de l'aide, nous, on l'accueille. Puis comme vous savez aussi, on a fait une demande au gouvernement là, pour avoir plus d'argent. Alors, on peut croire qu'on pourra ajouter de l'aide supplémentaire pour combler les besoins prioritaires. Le but de votre conseil, c'est d'aider tous ses membres. On veut laisser personne dans le besoin, c'est sûr et certain, mais il faut quand même être conscient que l'aide qu'on a reçue, c'était très peu. Alors, c'est la raison pour laquelle on n'est pas capable d'aider toute la communauté là, en même temps. Merci beaucoup, Mme Nadia. J'ai plusieurs questions pour vous. Quelques-unes concernant les activités touristiques et quelques questions concernant les mesures d'aide individuelle. Donc, je commence par la première qui est simple et directe. Est-ce qu'il y aura une reprise des activités touristiques? Ce serait trop tôt pour annoncer un retour des activités touristiques. Je sais que l'équipe là, au site actuellement nous tient au courant à tous les jours. Il risque d'avoir une relance, justement avec l'annonce du gouvernement Legault aujourd'hui qui annonçait une réouverture des régions. Alors, trop tôt pour répondre à cette question-là, mais c'est pas écarté, là, peut-être pas en juin, mais peut-être juillet, août. C'est quelque chose qu'on peut pas répondre. Je pense qu'on peut pas répondre personne en ce moment, là, suite à ça. Et la deuxième question est liée, dans le fond, à la première. S'il y a reprise des activités touristiques, qu'est-ce qui sera mis en place pour assurer la sécurité des gens? Ben, en fait, tout simplement, suivre les recommandations mises en place par les gouvernements. Donc, si c'est la distanciation, c'est sûr et certain que la distanciation sociale va faire partie d'une de ces mesures-là. Est-ce que le gouvernement nous recommandera des masques, de se laver les mains, certainement, mais on suivra à ce moment-là les recommandations du gouvernement lorsqu'elles viendront. D'accord. Vous avez parlé d'une boutique en ligne. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien, la boutique en ligne, c'est un projet que l'équipe du site d'interprétation, donc Mme Sinette et Mme Fanny Langlois, ont travaillé avec Mme aussi Isabelle Vézina, Marie-Lise Bastien, qui ont travaillé très fort. Je pense que ce projet-là est en travail, là, en incubateur depuis peut-être plus d'1 an. La boutique en ligne, tant qu'à moi, c'est une belle vitrine ton magasin est mal situé ou comme dans ce cas-ci, avec l'avènement du panier bleu, avec les achats en ligne. Je pense que c'est le moment de se lancer, même si c'est un projet qui est dans le fond, dans l'incubateur depuis 1 an. Donc, ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc, des ventes sur place, mais aussi des ventes au niveau du secteur en ligne, à l'international, en Europe. C'est vraiment un marché qui peut exploser rapidement. Et ça permettrait justement, si on est capable de mettre la boutique en place rapidement, ça permettrait d'assurer finalement une continuité des affaires, une continuité au niveau des employés au site, donc de continuer la production, mais aussi d'avoir des revenus là, pour peut-être espérer combler la perte, là. Donc, on vient de recevoir une question qui est en lien justement avec le commerce en ligne. Donc, en fait, c'est une question qui est aussi une suggestion.
Est-ce que c'est possible de fabriquer des masques et ça pourrait être des masques vendus en ligne et je comprends ici que ça serait aussi avec une adaptation culturelle Micmac. Donc, Ce serait une excellente idée. Moi, c'est sûr et certain qu'un projet d'entreprise, peu importe lequel il est, je vais toujours l'appuyer parce qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Hein. Il y a toujours des bonnes idées. C'est une façon de le mettre en marché. Oui, pourquoi pas. Si c'est une idée qu'un de nos membres a, pourquoi pas le suggérer. Toujours au courriel communication avec un S à commercialguestec.ca. Alors, toute suggestion, tout ce que vous avez comme idée, ça peut être pris en compte. Là. On est très ouvert, justement, là, à écouter nos membres, notre population. Donc, j'ai une question concernant les critères. Donc, quels sont les critères permettant de déterminer si une personne aînée est dans le besoin? En fait, ces critères-là, c'est vraiment on a fait des appels, donc on a appelé vraiment notre population de 65 ans et plus. On a déterminé, c'est difficile de déterminer, puis on fait confiance en nos membres. Hein. On est qui pour juger ou déterminer un besoin chez quelqu'un qui n'en est pas un chez quelqu'un d'autre. Alors, finalement, lorsqu'on a une demande d'aide, c'est sûr et certain que on répond à cette demande-là le plus possible. On veut aider notre communauté, puis si quelqu'un me dit qu'il a besoin d'aide, ben, il y a 65 ans et plus, c'est les limites qu'on a maintenant avec le budget qu'on a. Alors, c'est comme ça qu'on détermine finalement. On suit vraiment sur la bonne foi. Là. On pense que les gens qui sont en moyen vont laisser quand même la chance à ceux qui le sont moins. Je rajouterais quelque chose, c'est Céline. Aussi, on pose la question à nos aînés à savoir s'ils ont de l'aide extérieure. En partant, s'ils ne reçoivent pas d'aide, ils n'ont pas d'enfants de près ou ça nous allume une lumière en partant. Même chose pour, dans le fond, les cartes de crédit. Souvent, à la livraison, on demande de ne pas payer avec de l'argent comptant. Alors, on demande à nos aînés, est-ce que vous possédez une carte de crédit ou est-ce que vous utilisez une carte de guichet? On en a qui n'en ont pas. Alors, on trouvait ça important d'envoyer des cartes d'achat à ces personnes-là pour qu'ils puissent les utiliser à la livraison. Non? Pour toujours respecter les procédures de confinement. Oui. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là, finalement, que le sondage était assez complet là, pour ceux qui ont merci en passant à la communauté qui ont répondu en très grand nombre au sondage. Tous les gens qui ont pris le temps de nous parler au téléphone, là, je pense que ça nous a permis vraiment d'avoir un beau topo là, de notre communauté et des besoins. Là. Donc, il y a une personne qui écrit ici que, donc, sachant que la Nation a reçu un montant d'argent pour les membres pour de l'aide, mais que l'aide va juste aux aînés, je pense que le montant donné devrait être donné à tous les membres. C'est une très bonne suggestion, je vous dirais. Si on pouvait le faire, ce serait déjà fait. Cependant, si on calcule, on est pas 1600 membres. À 50 000 $, c'est très peu là, pour assumer une liste d'épicerie à tout le monde. On voudrait le faire, c'est pas qu'on peut pas, mais on doit se limiter, à ce qu'on a. Pour donner à toute la communauté, c'est sûr et certain que je ne sais pas si vous avez vu le communiqué de presse, tout ce qu'on fait, les négociations qu'on fait justement. On fait des négociations un petit peu partout. Là. On pourra vous en parler quand on aura des bonnes nouvelles à ce moment-là. Mais sachez que le Conseil travaille énormément, très, très fort. Je vous dirais que je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas fait 40-50 heures par semaine dans les dernières semaines pour aller chercher justement cette aide-là puis aider toute notre communauté. Parce qu'il ne faut pas... puis l'important là-dedans, c'est vraiment pas de laisser nos membres que vous vous sentiez mis de côté parce qu'on a pris une décision de conseil d'aider 5 priorités là, qu'on a mis en ligne. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir le faire éventuellement. C'est une très bonne suggestion, puis c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Je voudrais aussi spécifier, c'est Céline qui parle. Dans le fond, il n'y a pas juste les aînés qui ont été aidés.
Cette semaine, on est venu en aide à quelques personnes qui sont dans le besoin. Des petites familles dont le conjoint, des fois, avait été mis à pied temporairement. On est venu en aide aux gens qu'on peut aider. Je tenais juste à rectifier la situation parce qu'on n'est pas juste les aînés. Oui, on essaie d'aider les aînés dans le besoin, mais on essaie d'aider les autres familles aussi. Notre priorité était les aînés en numéro 1. On le sait que pour Gaspé, nos aînés sont très, très, très importants. On ne veut pas les perdre. On essaie de les rassurer, on essaie de leur expliquer qu'il ne faut pas sortir, tout ça. C'était eux notre priorité, mais par la suite, nos priorités, on les descend, là. C'est sûr qu'entre-temps, on a encore des demandes des aînés. On essaie de les aider au fur et à mesure, mais on aide aussi les gens dans le besoin autour. Ça, c'est certain. On laisse personne dans le besoin comme ça. D'accord, Ouais, merci. merci. On a une question concernant l'âge des aînés. Donc, la question, et je vais la citer. Pouvez-vous nous dire de façon claire d'où vient l'information que le fédéral décide de l'âge des aînés? Selon mes informations, le fédéral laisse ses décisions à la discussion du conseil. Alors, le choix de changer l'âge des membres aînés, qui est pour Gaspé 60 ans, pas 65 ans, quand vient le temps de les aider, et ce, sans nous consulter ni même nous en informer. Ben, en fait, je ne sais pas, Gaspé, les aînés à Gaspé, ça n'a jamais été 60 ans, premièrement. Ça a toujours été 55 ans. Alors, ça, c'est cette information-là, puis on va être transparent avec vous, l'âge des aînés à Gaspé, c'est 55 ans. Et ça a toujours été 55 ans. La raison est simple, c'est que si on regarde la liste de bande de 55 ans et plus, avec 50 000, on n'aurait pas pu aider la moitié, même pas le quart de ces gens-là. Puis, on a simplement suivi aussi les recommandations des gouvernements. Alors, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial imposent presque un confinement obligatoire aux gens de 70 ans et plus. Les mesures, en fait, de confinement sont à ces gens-là. Donc, c'est certain que nous, en tant que conseil, sachant que nos aînés, habituellement, c'est 55 ans, on s'est dit qu'on allait donner 5 ans de plus que les recommandations au niveau là, gouvernemental par rapport à l'âge du confinement. On l'a baissé justement. On a augmenté plutôt que de partir à 70 ans comme le gouvernement le recommande. On l'a mis à 65 ans parce qu'on est conscient que 65 ans et plus, c'est peut-être pas tout le monde qui a une carte de crédit pour commander en ligne et rester à la maison, pour pas se mettre en risque, pour pas se mettre en danger. Donc, c'est comme ça qu'on a finalement évalué à qui on allait donner. Là. Parfait, bien, excellent. Merci beaucoup, Madame Céline. Ça fait le tour des questions que j'ai pour vous pour l'instant. Alors, on va mettre... Merci, Nadia. Oui, excusez-moi. Merci, Nadia. C'est correct. Et merci à Céline qui est intervenue. Donc, on va être rendu maintenant de retour au chef. Donc, plusieurs questions pour le chef. Commencer par la question concernant la foresterie et aussi la question concernant les demandes de permis de chasse et de pêche. Oui, encore une fois, pour la foresterie, on va faire une petite information pour mettre à jour. La foresterie, bien sûr que ça va débuter un petit peu plus tard que la pêche. Puis, sans connaître la situation, puis aussi au moment qu'on va débuter, la nouvelle réglementation qui va être en vigueur, c'est comme un peu difficile de prévoir exactement comment on va procéder. On va voir, comme la pêche, si obligation établir, définir un protocole, bien sûr, pour capable respecter les consignes lors des opérations. Foresterie, c'est différent parce qu'on n'est pas sur un bateau. L'espacement, il y en a en masse. Pour moi, comme l'ancien directeur de la foresterie, qui n'est pas encore remplacé, pour ça aujourd'hui j'en parle pour vous donner juste une petite information. Je crois, moi, fortement qu'on va être capable de poursuivre les opérations. On dit
peux pas le dire, le confirmer, mais je crois qu'on pourrait avoir et continuer. Sauf, il faut se préoccuper certainement des obligations qu'il faut suivre pour le bien-être, pour sécuriser aussi nos employés. Ça, c'est essentiel. Je crois qu'on peut qu'on peut trouver moyen pour reconforter nos employés avant tout, et ça, c'est notre devoir. Mais les projets comme tels, eux, ils continuent. Alors, moi, je pense que ça peut être possible qu'on peut voir une saison pour le département de la foresterie, sans faute. Au niveau du ministère et tout, eux, ils continuent. Alors, les opérations forestières d'aménagement en entier dans la Gaspésie, on voit que oui, ça continue très bien. Puis la planification et tout est active. Alors, moi, je peux voir que les autres s'engagent à avoir une saison. Alors, de plus, pour nous, un exemple, on a un projet de forte importance, les Rablières, que nous avons débuté. Et là, moi, je crois fortement qu'on peut le poursuivre. On n'a rien freiné à ce niveau-là. Alors, au contraire, on a poursuivi vraiment le projet comme tel. De plus, je peux dire qu'on va continuer. On va bien former à fur et à mesure nos employés pour les rassurer et afin de diminuer l'inquiétude qu'il peut y avoir. Ça, c'est certain. Au niveau du bois de chauffage et tout, il y a aussi d'autres opérations qu'on veut continuer. C'est aussi un service qui est rendu aux membres. Là, il faudra voir exactement comment on va procéder de façon sécuritaire pour le bien-être de tous, pour nos employés et aussi pour nos clients. Alors, moi, pour la foresterie en général, je crois que c'est plus simple à gérer à l'intérieur de notre réalité auquel on fait face. C'est pas comme le domaine des pêches, certainement, ni comme le tourisme, où on a vraiment des infrastructures, où il y a beaucoup de monde à la fois qui sont présents et tout. Alors, c'est un petit peu plus compliqué à gérer à ce niveau-là. Mais nous, on est en forêt. Alors, il faut juste que les employés de la Nation suivent bien les consignes et appliquent à fur et à mesure exactement les mesures préventives pour ne pas se mettre à risque et aussi d'autres. Alors, pour la foresterie, je pense qu'on peut s'arrêter là. Mais à fur et à mesure, on prend la responsabilité de bien informer les employés et tout. Et s'il y a d'autres types de développement qui pourraient nuire ou causer contraintes, ben, on va le partager avec toute transparence avec vous tous. Alors, pour moi, la foresterie, ça continue. Puis, on est capable de voir d'autres possibilités pour être capable de s'adapter. Et l'important, c'est de faire les opérations de façon sécuritaire. Et ça, il faut, je pense, adresser la situation, mais aussi mettre à jour le développement à fur et à mesure, mettre à jour les consignes, bien informer et reconforter nos employés en sorte qu'on est capable d'avoir une saison opérationnelle et aussi productive. De plus, pour les permis de pêche, de chasse, de pêche individuelle et aussi le piégeage, j'ai attribué dernièrement le dossier chasse et pêche à M. Yann Tapp, qui est nouveau élu responsable pour ce dossier-là en particulier. La façon qu'on procède pour l'émission des permis de pêche, c'est que il ne faut pas avoir d'inquiétude. Hein. C'est simple, puis c'est de façon sécuritaire de bien faire des choses. Alors, je vais expliquer exactement comment procéder pour l'obtention d'une attestation de chasse, pêche ou de piégeage. Ici, pour la situation actuelle, les procédures pour se procurer sont un peu différentes cette année, comme vous le savez, par rapport à la situation qu'on fait face, bien sûr. Pour une demande, il y a deux façons pour le faire. Vous pouvez faire la demande tout simplement par courriel à l'adresse suivante. réception@gaspeg.ca. Je le répète, réception@gaspeg.ca. Ou par téléphone, tout simplement appeler à la réception à nouveau
au 418-368-6005, poste 0. C'est la réception qui va répondre à vous pour obtenir une attestation, parmi, en guillemets, pour la chasse, la pêche et le piégeage. Alors, Mme Claudette Eden, c'est la nouvelle réceptionniste et elle va voir à traiter votre demande et vous le remettre le plus tôt possible. Lorsque vous recevez votre permis de pêche par la poste, vous aurez 2 semaines pour retourner la copie. Alors, vous allez avoir 2 copies, une que vous gardez et l'autre, vous nous remettez. Il faut signer les 2, ça c'est sûr et certain. Mais s'ils ne sont pas retournés dans un délai respectueux de 2 semaines, il faudrait savoir que ça se pourrait qu'il ne serait plus valide. Alors, mettre les choses au clair. 2 façons pour faire la demande, c'est par courriel ou par téléphone. La réceptionniste va recevoir ces demandes et par la suite, vous envoyez 2 copies, une originale pour vous et une pour nous, afin que vous allez nous retourner d'un délai respectueux, maximum 2 semaines. Après 2 semaines, le permis n'est plus valide. Alors, s'il vous plaît, on met beaucoup d'efforts et oui, il y a un délai qui est pas vraiment serré, mais c'est votre responsabilité et aussi la nôtre. Et c'est pour ça qu'on veut mettre un petit peu l'emphase et on a vu vraiment à mettre un délai pour avoir un retour des permis qui est essentiel. Et une fois que tout est signé, reçu et tout, nous allons compiler et après ça, vous pouvez aller et pratiquer vos activités traditionnelles, la chasse, la pêche et le piégeage. C'est pas mal tout pour la chasse et la pêche. Et si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. On fait tout du télétravail, on est à distance, mais on est là pour vous répondre, certainement. Merci beaucoup, M. le chef. On a effectivement quelques questions pour vous. Par ailleurs, on a 2 personnes là, qui aimeraient intervenir pour des informations importantes à transmettre aux membres. Donc, on a Samuel pour l'aide psychologique aux membres et Émilie concernant les étudiants. Donc, si vous permettez, on va leur laisser la parole. Et là, je vais utiliser mon pouvoir de président d'assemblée pour décréter une prolongation exceptionnelle puisqu'il est déjà presque 19 heures. Donc, si vous le permettez, on va se donner 15 minutes de plus, d'accord, pour pouvoir transmettre toute l'information et essayer de répondre aux questions des membres. Donc, je cède la parole à Émilie pour les étudiants. Tout le monde, je ne peux pas ouvrir ma caméra parce que je dois perdre la connexion. Alors, désolé pour ça. J'ai juste un petit point d'information à vous partager. Le gouvernement fédéral a annoncé tout à l'heure, au début de l'après-midi, qu'enfin, ils vont laisser les étudiants postsecondaires faire une demande pour le PCU, la Prestation canadienne d'urgence. Dans le fond, ça va s'appeler Prestation canadienne d'urgence pour étudiants. Les étudiants admissibles sont les étudiants qui sont actuellement aux études, les finissants de cette session-ci, ainsi que les finissants de la session d'automne, donc tout le monde qui a fini au mois de décembre 2019, et les étudiants qui vont commencer leurs études pour secondaire cet automne, au mois d'août ou au mois de septembre. Ça devrait être disponible vers le début mai. On n'a pas beaucoup d'informations. On sait que le montant par mois va être autour de 1250. Et ça, c'est pour les mois de mai jusqu'au mois d'août. Les étudiants doivent créer un compte sur l'ARC, l'Agence Revenu du Canada. En plus de ça, nous avons aussi su que le gouvernement fédéral va injecter 75 millions pour les étudiants autochtones. Alors, c'est toute l'information que nous avons présentement. C'est une bonne nouvelle, je suis bien contente. Dès que nous avons plus d'informations claires et précises, surtout comment faire la demande, nous allons communiquer avec vous, les membres par la page Facebook. Et pour les étudiants des Gaspé qui sont concernés, on va vous contacter par courriel. Et si vous me permettez, I'm just going to do the next part in English. So essentially, I just said that we found out earlier this afternoon that the federal government is finally going to allow students to access the CERB, the Canadian Emergency Response Benefit. It's going to be called the Canadian Emergency Student Benefit.
there are quite a few categories of students who are eligible. So students who are currently studying in post-secondary institutions, students who graduated last semester, so those who got their degree in December 2019, and students who will be going to a post-secondary institution this fall, so in August or in September. The amount should be roughly around $12.50 per month, and they can receive this benefit from May until August. We also found out that the federal government is going to inject roughly $75 million into this fund for Indigenous students. Like I said, we just found out. We don't have a lot of information. I anticipate getting information quite soon because students can sign up on the CRA website, the Canadian Revenue Agency website, beginning in May. Once we have more information and more clear and concise steps of how students can apply, we'll communicate with our members by the Facebook page, and we will also send an email directly to students of the community who are impacted by this measure. Thank you. Merci beaucoup. Thank you, Madame Émilie. Maintenant, la parole à Madame Samuel. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? J'ai des petits problèmes techniques avec mon ordinateur. On vous entend bien. Ça marche? OK. C'était juste un petit mot, dans le fond, pour vous dire, concernant la santé, la ligne que vous appelez, dans le fond, pour le COVID, qui est le 418-368-6005, le poste 109. Dans le fond, c'est Marlène qui répond. C'est elle qui est habituellement agente en santé. Donc, elle, Marlène, elle a toute une liste, en fait, de références d'aide en psychologique pour si jamais vous vivez de l'anxiété ou que vous avez d'autres problèmes, comme par exemple la consommation d'alcool, de drogue. On sait que c'est une situation en ce moment qui est exceptionnelle. Ça peut nous faire vivre toutes sortes de choses. C'est important de continuer à avoir des bonnes habitudes de vie, puis des fois, on s'y perd un peu. Puis juste le fait de pouvoir parler à quelqu'un, ça peut aider aussi. Donc, Marlène est vraiment en mesure, elle connaît bien les organismes communautaires de la région. Puis, pour les autres, elle peut faire une recherche aussi, en fait, pour vous référer selon les besoins, que ce soit problème de dépendance, d'anxiété ou peu importe. Donc, c'est ça. Il y a aussi Info Social que vous pouvez appeler en tout temps. En fait, là, c'est vraiment une ligne d'écoute, surtout pour les situations de crise aussi. Donc, si vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit, la ligne Info Social est toujours, en fait, c'est du 24/24. Puis sur la page Facebook, pas sur la page Facebook, mais sur le site Internet qui a été créé pour la crise, il y a vraiment la liste de ressources pour la MRC Côte-de-Gaspé. Tous les organismes sont là avec les numéros. Il y a aussi des numéros de services aux Autochtones. C'est tous des numéros d'aide en problèmes de santé mentale aussi. Donc, c'est ça. C'était juste pour vous informer que si jamais vous vivez des moments difficiles, vous pouvez vraiment appeler. Puis nous, on va être en mesure de vous référer. C'est sûr qu'on ne donne pas les services en tant que tels parce qu'on n'est pas un centre de santé. Mais c'est ça. Marlène est vraiment capable de vous référer. Donc, merci. Oui, merci beaucoup, Madame Samuel. Alors, j'ai Monsieur Yann aussi pour un dossier d'urgence. Monsieur le chef, je vous demande encore un petit peu de patience. Inquiétez-vous pas, je vous reviens avec les questions, mais j'ai Monsieur Yann qui donc souhaiterait aussi adresser les membres concernant une mesure, un dossier d'urgence. Voilà, Monsieur Yann. Bonjour tout le monde. Allez-y, Monsieur Yann, on vous écoute. Bonjour tout le monde. En fait, je me présente, Yann Tapp, conseiller au niveau de chasse et pêche, occupation du territoire. Je seconde aussi pour pêche commerciale et pour les mesures d'urgence. Il y a moi et Nadia qui a été, en fait, que les dossiers ont été titrés pour mesures d'urgence. Puis, j'étais pas préparé vraiment pour ce dossier-là, en parler. Je sais pas pourquoi qu'on m'a passé la parole juste comme ça.
j'ai rien d'autre à dire là, par rapport à ça. Là. Je comprends pas. Fait que j'enlève mon droit de parole. Désolé, Monsieur Yann. Donc, c'est mon erreur. On m'avait dit que vous souhaitiez vous présenter. Donc, voilà, c'est fait. Vous êtes présenté. Alors, Monsieur le chef, on a encore 12 minutes pour passer à travers une série de questions qui vous sont adressées. Alors, je commence par la première. Combien d'argent avez-vous droit pour la COVID-19 et quels sont les montants dépensés à date et comment allez-vous les dépenser dans le futur? Jusqu'à date, c'est simple. De la SAC, on a reçu un 50 000 cet argent sert actuellement à venir en aide aux personnes les plus affectées. Et c'est pour ça qu'on a dit plus affectées. Et sous quelle forme? Ben, c'est l'assistance individuelle. Alors, on a, nous, comme Nadia l'avait spécifié, nos aînés sont 55 ans et plus, oui. Mais il fallait voir et suivre exactement les consignes et ceux qui sont peut-être plus vulnérables, qui étaient les 70 ans et plus. Mais là, on a pu nous se permettre d'aller à 65 ans. On a fait des communications, on a apporté de l'aide, du soutien. Et là, comme Céline l'avait constaté aussi, on a quand même aidé d'autres personnes, d'autres groupes d'âge, mais tout en se préoccupant, bien sûr, que là, on a très peu de sous et il faut trouver d'autres moyens. Et c'est ça que le conseil et moi-même, on travaille très fort pour aller chercher d'autres sources de financement afin de venir en aide à vous tous. Merci. Deuxième question. Allons-nous avoir le détail des dépenses reliées à la gestion de la crise de la COVID-19 et le montant reçu du fédéral? Bien sûr, le 21e conseil prend le devoir, l'obligation de faire une reddition de compte envers les membres, ça c'est certain. Avec toute transparence, nous allons compter de bien faire un rapport complet à la population lorsque la crise sera terminée et vraiment partager le tout. Alors, il n'y aurait pas de cachette comme telle. Avec toute transparence, ça va nous faire un grand plaisir de vous faire une reddition de compte. Merci. Troisième question. Dans votre communiqué de presse, vous exigez plus de subventions ou plus d'argent. Quels sont les besoins que vous aimeriez offrir de plus? Bien sûr, premièrement, la demande initiale est quand même préliminaire. Aujourd'hui, on peut la bonifier, puis pas à peu près, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'aide. Puis c'était, comme on dit en bon français, des peanuts. Mais là, le développement de la situation et la période aussi qu'on peut penser, laquelle qu'il faut prévoir, est quand même plus nombreux. Alors, le financement comme tel, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était 150 000 $. Aujourd'hui, on ne va pas loin avec ces sous-là. Les besoins, c'est pour couvrir les besoins qui ne sont pas prévus au budget. Vous savez, on est dans une situation très préoccupante. On a les revenus du conseil qui sont en péril, à risque. Beaucoup d'incertitudes. Oui, on s'en va à la pêche, mais encore là, la valeur du produit qu'on va vendre et tout est quand même à la baisse. Alors, il y a un impact sûr et certain à avoir. Puis ça, il faut être prêt parce que les revenus principaux, c'est le domaine de la pêche et autres, mais principalement la pêche. Alors, ces revenus-là, c'est la capacité de la nation qui est en péril. Mais de plus, c'est d'être capable de répondre et de soutenir les besoins des membres. Et ça, c'est très important. Et aussi qu'on est capable de s'organiser et d'avoir des ressources nécessaires pour bien nous être efficaces et aussi de bien agir, de bien gérer la situation. Alors, il faut des ressources et tout. Mais avant tout, il y a des besoins essentiels afin de combler. Et ça, c'est notre devoir, notre responsabilité de le faire. D'accord. Merci, chef. Une personne écrit, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les informations demandées par les membres diffèrent d'un membre à un autre selon le conseiller à qui l'information a été demandée? Temps normal, les informations ne doivent pas changer d'une personne à l'autre. Ça, juste le clarifier. Mais c'est possible, ça c'est toujours. Sauf la situation évolue. Ça, c'est certain. Puis ça, il faut le comprendre parce qu'il y a beaucoup de développement. L'information change. Mais la même journée même, ça ne devrait pas.
Mais on ne va pas aller là, à ce point-là. Ce qui est important, c'est de se garder à jour et bien s'informer. On a bien identifié les sources d'information. Il y a le site web, il y a la page Facebook et aussi il y a des lignes téléphoniques. Alors, ces sources d'information-là sont à jour, puis on va le maintenir aussi. Puis c'est une base régulière. Vous devrez, au quotidien, vous devrez aller vous informer auprès de ces sources d'information qui sont fiables. Entre chacun, entre différentes personnes, là, il peut y avoir une différence de compréhension peut-être, mais votre devoir, c'est aller vous informer à ces sources d'information-là qui sont fiables puis qui sont à jour. C'est ça qui est important. Merci. Prochaine question. Est-ce que la transparence promise sera enfin au rendez-vous? C'est sûr, il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup de passé, puis je ne veux pas pointer du doigt à quel conseil en particulier, sauf notre but pour le 21e conseil, c'est d'avoir amélioré. Puis améliorer, ça veut dire quoi? C'est de vraiment mettre l'effort pour aussi donner confiance aux membres, mais ça se fait comment? Ben, en premier lieu, c'est qu'on veut avoir une meilleure participation aussi, mais c'est partager et de ne pas avoir de cachette, qui veut dire avoir toute transparence. La transparence, c'est très important, puis aussi très important pour le conseil, mais au-delà, c'est les membres. On est redevable envers les membres, alors il faut être transparent envers eux. Ça, c'est essentiel, c'est de forte importance. Et aussi, la communication. La communication, on essaie de rétablir une meilleure communication. Là, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée vers cet engagement qu'on veut faire, parce que c'est la base. Si on n'a pas de bonne communication, ça ne marche pas. C'est simple. Il faut agir, il faut être capable de s'organiser et s'assurer, le tester, bien sûr, comme à soir, mais le but, c'est être capable de transmettre l'information pour le faire avec toute transparence, avoir un bon système de communication connu par tous et accessible par tous. Ça, c'est l'essentiel. L'assemblée de ce soir, c'est un exemple. On est tout présent et on essaie de répondre et donner l'heure juste, l'information avec toute transparence aux membres. C'est notre devoir de le faire. D'ailleurs, parlant de communication et de transparence, donc la prochaine question porte là-dessus également. Allez-vous créer une plateforme où il sera possible pour nous, les membres, de poser des questions et avoir des réponses en temps réel et que, bien sûr, ce soit fait dans le respect, mais qui ne serait pas filtré, qui ne nous exigerait pas de devoir poser nos questions en privé? Pour l'instant, la plateforme qu'on dit, on veut l'utiliser à des bonnes fins. C'est très important pour que tout le monde se sente à l'aise. Alors, en dehors de la page Facebook du conseil, les personnes qui ont des questions peuvent en tout temps communiquer avec le conseil ou écrivant à l'adresse courriel suivant, c'est communication@guestpay.ca ou nous contacter par téléphone, c'est simple, 418-368-6005, extension de 109. La gestion du plateforme supplémentaire demande beaucoup de ressources que nous ne déposons pas nécessairement. Pour être efficace, il faut bien faire les choses, bien sûr. Mais pour bien faire les choses, il faut être capable d'avoir une capacité, des ressources, comme je viens de dire, des moyens. Lorsque nous recevons des questions par les voies habituelles, courriel ou téléphone, et ces questions ont un intérêt public, nous tentons de communiquer les réponses à tous sur les médias sociaux. Alors, ça va être partagé. Tout ce qu'on peut recevoir d'autres moyens, d'autres sources de communication, on va réutiliser cette plateforme-là pour mieux répondre à tous et de façon équitable pour le grand public, pour tout le monde. D'accord. Prochaine question. Quelqu'un demande, pouvez-vous nous donner plus de détails sur les engagements du ministre Mark Miller suite à vos discussions? Mark Miller, j'ai contacté même le dimanche après souper. On essaie de vraiment
les pousser. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'entrevues. Depuis lundi, on essaie vraiment de se faire entendre. Il y a quelques d'autres communautés aussi qui sont dans le même état. Mais moi, je me préoccupe de Gaspé. C'est notre responsabilité. Il y a son attaché, puis là, j'ai aussi M. Luc Dumont qui nous contacte. Alors, il y a une discussion. Après cette rencontre, j'ai aussi d'autres discussions à avoir avec eux. C'est pour ça qu'on pousse, puis on ne va pas arrêter, parce qu'on veut être là pour vous tous et vous soutenir dans cette crise à laquelle on fait face. Alors, on va prendre tout moyen possible, mais on est juste au stade de discussion. J'ai hâte d'avoir de quoi de concret afin de vous partager ça. Et on va voir de quoi. Ça, c'est certain. Ça va prendre un peu de temps, mais on va y travailler fort. Puis j'ai une équipe qui pousse. Puis je pense on va arriver à une bonne conclusion et avoir des résultats. Prochaine question. Pouvez-vous nous dire combien de consultants en communication ont été engagés et combien ça coûte à la communauté? Et ensuite, pourquoi avoir engagé autant de consultants pour régurgiter l'information déjà à la disposition des membres par le gouvernement du Québec et du Canada? Oui, on a, comme on l'avait nommé tout à l'heure, quand même des experts en communication. Pour les communications, c'est quand même de quoi de particulier. Il faut connaître un peu le contexte. Plusieurs autres conseils, particulièrement dans cette période de crise, sont fournis par ces experts, qui est très apprécié par vous, M. Eric et M. Duguay. Alors, c'est très important pour bien combler nos besoins immédiats. Il faut agir. Alors, il faut avoir quand même des orientations, des conseils pour que nous, on puisse s'inspirer et aussi appliquer dans la mesure du possible. Puis, encore une fois, merci beaucoup à vous tous, à votre compagnie, parce que vous contribuez grandement à notre communauté, puis ça nous permet d'avancer. Comme entité gouvernementale, notre responsabilité est d'assurer de transmettre l'information à nos membres. Oui, il s'agit parfois de la même information qui est fournie par d'autres autorités que le fédéral, provincial ou municipal, qui fournit. Mais notre devoir, c'est de relier cette information aussi. Quand vous verrez de bord, c'est nous, vos dirigeants de la communauté. Alors, on prend cette responsabilité de vous informer malgré toutes les informations déjà accessibles. C'est notre devoir, notre responsabilité et on va continuer d'agir d'une telle façon. On est là pour vous, puis on veut vous rassurer qu'on va continuer d'être là pour vous. En ce qui concerne les coûts pour les services, comme toutes les autres dépenses reliées au COVID-19, il fait partie des sommes que nous demandons pour le gouvernement de rembourser. Alors, c'est pour ça qu'on travaille très fort, parce que c'est un besoin supplémentaire qu'on fait face. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher des moyens du financement supplémentaire pour combler ces dépenses-là. Et pas au détriment des membres, certainement. On veut aider les membres et non vider des comptes de banque, comme on dit. Non, ça, c'est pas notre façon de faire, mais d'agir de responsable. Merci beaucoup. Donc, 19h16. Écoutez, ça met fin à cette assemblée publique d'information. Donc, je reviens à l'écran juste pour vous dire merci à tous les intervenants, à tous les participants. Comme je le disais, c'est une première expérience comme telle, là, totalement virtuelle. Donc, il y aura d'autres occasions certainement à venir et aussi d'autres actions de communication, d'information. Merci beaucoup. Merci de la collaboration de tous et toutes. Et je vais laisser le mot de la fin donc au chef Chat. Merci, Eric. Merci. Avant la clôture, j'aimerais revenir sur le plan de premier ministre Legault pour le déconfinement progressif des bien que la Gaspésie a été moins touchée, sauf qu'il faut quand même agir de façon responsable. Puis, probablement, il va y avoir la réouverture des régions. Mais je pense pas qu'on est prêt à ça. Alors, je pense qu'avec les dernières nouvelles, il va repousser ça un petit peu. Tant mieux, parce qu'on ne peut pas se mettre à risque. Ça, c'est certain. Après tous les efforts et les sacrifices que nous avons faits depuis plusieurs semaines, c'est dommage de voir ce nombre de cas en Gaspésie au Québec augmenter. Alors, il faut
faire ce qu'on a débuté. C'est tout. Je vous invite donc, avec toute prudence, et de continuer de respecter des mesures qui sont connues. C'est de se laver les mains, rester à la maison, garder une distance et de ne pas s'exposer. Les distances, si on voit une personne, c'est minimum 2 mètres. Mais on peut en prendre plus, ça c'est certain. Mais on ne sort pas pour rien, c'est l'essentiel. On va chercher l'essentiel, c'est tout. Cela dit, j'espère que l'Assemblée d'information de ce soir a atteint son objectif. On n'a pas tout répondu aux questions, certainement, mais de vous informer sur la situation de COVID, c'est le sujet qui est abordé principalement. Notre volonté, même si ce n'est pas parfait, c'est d'être le plus efficace possible et aussi offrir l'information qui nous disposons. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations, vos commentaires, vos suggestions à la fin de l'Assemblée pour être capable d'améliorer dans le proche avenir pour si on aurait d'autres rencontres, bien sûr. Je vous souhaite donc tous une bonne soirée et soyez prudents, s'il vous plaît. Voilà, merci. Thank you.